Santé. Mathieu Lefebvre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, une question assez globale pour commencer. Est-ce que vous considérez que les niveaux d'inflation qu'on a connus et de désinflation, vous l'avez évoqué, ont pu perturber considérablement les modèles de prévision qui étaient les nôtres? L'inflation en tant que telle, bien sûr, je vais répondre plus généralement. Vous avez bien noté que depuis plusieurs années, nous sommes soumis à des chocs qui sont, pour l'essentiel, exogènes au fonctionnement normal de l'économie. On a eu la crise sanitaire et on a eu l'invasion en Ukraine et les conséquences inflationnistes que ça a provoquées, même s'il y avait un petit bout d'inflation avant. Donc c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Ça complique beaucoup la prévision. Ça conduit à, je le disais tout à l'heure, à l'apparition de phénomènes inédits dans leur ampleur de difficultés d'offres, d'approvisionnement, on le sait, de difficultés de recrutement également. Ça conduit à, quand vous regardez nos courbes de climat de confiance dans les différents secteurs de l'économie, et notamment dans l'industrie, à une hétérogénéité totalement inédite. Avant, vous compariez les climats de confiance dans les biens d'équipement, les matériels de transport, les industries agroalimentaires et qu'est-ce que j'oublie, vous aviez des choses qui étaient un peu dans un faisceau qui était très, très proche. Là, vous regardez les mêmes courbes, on les publie chaque mois, vous voyez des choses qui sont très, très différentes d'un secteur à l'autre. Et donc, ça complique l'analyse conjoncturelle. C'est l'ensemble, c'est pas strictement l'inflation, c'est plus le phénomène de tout le bousculement qu'il y a eu sur les chaînes de valeur liés à ces deux phénomènes, ces deux chocs exogènes à l'économie dont je parlais précédemment. L'inflation, ça peut nous compliquer un petit peu les choses sur, bien sûr, la réponse des salaires à l'inflation. On sait qu'on a perdu du pouvoir d'achat des salaires pendant 2 ans, 2022-2023, qu'on commence à rattraper, mais on commence seulement à rattraper en 2024. Ça peut avoir aussi des conséquences qui sont à analyser. C'est peut-être une des suggestions qu'on fera dans notre comité dont M. Ciotti parlait à l'instant. C'est qu'on peut avoir des conséquences sur les rentrées d'impôt sur le revenu. On a aussi eu des mauvaises surprises sur l'impôt sur le revenu. J'en ai moins parlé parce que c'est en dessous du seuil de 10 milliards, j'ai l'impression. Mais on sait que l'indexation du barème dans des situations où il y a certains revenus qui ont été plus rapides que l'inflation, mais d'autres pas, peut avoir des conséquences qu'on n'a pas complètement maîtrisées, parce que c'est un peu un phénomène nouveau. Donc ça, c'est possible. Mais au-delà de ça, je pense que c'était plutôt la situation d'ensemble très chahutée qu'on a depuis 2020, qui complique la vie avec des entreprises qui peuvent être en difficulté, dans des situations, encore une fois, difficulté de demande, de difficulté de l'offre, très différentes, très hétérogènes, ce qu'on avait beaucoup moins précédemment. Je vous en prie. Vous avez évoqué le retraitement en base qui a eu lieu en 2023, qui pèse pour 0,13, 0,14 points de PIB sur l'écart en 2023. Alors j'ai deux questions. Est-ce que ce retraitement était prévisible? De quelle manière les administrations ont été informées? Et deuxièmement, est-ce que selon vos informations, un tel retraitement est possible en 2024? Alors, maintenant au titre de l'année 2024. Oui. Alors, en mars dernier, lorsqu'on a établi les comptes de 2023, on a cet événement un peu exceptionnel qui n'arrive pas tous les ans, Dieu merci, qui est un changement de base. Donc c'est une année où on modifie potentiellement pas mal de choses. Donc on a effectivement sorti les RAF du champ des administrations publiques en accord avec Eurostat. On a également, ça y participe aussi, les RAF c'est 2,6 milliards, on a 4 milliards en tout, il y a plusieurs lignes qui ne sont pas toutes d'ailleurs dans le même sens, mais on a aussi amélioré l'enregistrement de certaines opérations en droit constaté. Donc c'est quelque chose qui est un progrès comptable
c'est le rapporteur général, mais qui introduit aussi des écarts. Bon, ça n'a pas eu vocation à se reproduire cette année. Après, dans nos discussions avec Eurostat, il peut toujours y avoir à tout moment une interrogation d'Eurostat sur une entité qui est dans le champ des administrations publiques qui ne devrait plus y être, ou qui n'y est pas, et qui devrait y rentrer, en nous disant est-ce que vous avez bien fait le test de savoir si cette entité-là est ou pas dans le... Pour l'instant, je n'identifie pas de risque, mais je suis payé pour savoir que dans les 3 semaines après notre notification et jusqu'à ce que Eurostat publie, on peut avoir des interrogations qu'on n'avait pas vues venir. Pour ce qui concerne le changement, le fait que les RAF avaient vocation, si Eurostat en était d'accord, à sortir du champ des administrations publiques, quelque chose qu'on a dû communiquer à nos camarades à la fin de l'année 2023, Nicolas, je crois, il me semble, sans qu'on en ait fait le chiffrage. Me semble-t-il, sans qu'on ait communiqué le chiffrage. Et nous, ce qu'on essaye de faire quand il y a ces questions de changement de base, c'est ce que j'ai voulu la pratique qu'on instaure à l'INSEE depuis que je suis là, c'est qu'on ne prend pas les usagers à froid, c'est-à-dire qu'on a fait un communiqué de presse, mais très qualitatif, au mois de janvier, il y a 1 an, pour dire dans 2 mois, on sort les comptes en nouvelle base, et il y a des évolutions qui vont avoir lieu, et on mentionnait la sortie de l'ERAF. Mais c'était qualitatif, on ne donnait pas de chiffres. Mais l'idée, c'est bien de prévenir à froid qualitativement, et après, on a les comptes qui sortent. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Donc là, on n'a pas fait de communiqué de presse de ce type ce mois-ci, c'est rien de prévu, parce qu'il n'y a rien, à ma connaissance, dans les tuyaux qui soit d'une ampleur similaire et qui conduirait à une surprise de ce type, mais je fais la réserve d'usage que c'est leur boulot, hein. Les collègues d'Eurostat peuvent, jusqu'à ce qu'ils publient eux-mêmes, donc vers le 20 avril, nous poser des questions dont certaines qu'on pourrait ne pas avoir vu venir. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que ce serait utile, alors c'est peut-être public, monsieur le directeur, mais si vous aviez la décomposition de ces 4 milliards d'euros, parce que je ne suis pas certain de l'avoir vu passer des mouvements en sens inverse que vous évoquez, peut-être pas tout de suite, hein, mais je pense que pour la commission, on documente quand même 4 milliards d'euros sur les 50 qui nous intéressent. Vous avez évoqué l'impôt sur les sociétés. Est-ce que, selon vous, il y a des modalités de recouvrement ou bien des modalités déclaratives qui mériteraient d'être améliorées pour que le processus de prévision soit moins perturbé et moins aléatoire en fin d'année ? Ah là, vous me demandez de m'élever un peu au-dessus de ma... Alors oui, premièrement, pardon, c'est le rapporteur. Le tableau, il existe, mes collaborateurs l'ont préparé, donc on le transmettra. Il y a seulement 6 lignes. Hein. Alors peut-être qu'il y a des lignes à quelques millions ou dizaines de millions qui n'ont pas apporté, mais il y a 6 lignes, dont les plus petites portent sur 500 millions. Elles ne sont pas toutes de même signe. En tout, ça, on arrive aux 4 milliards, donc ça, on le communiquera sans problème. Pour ce qui est, là, je m'élèverai au-dessus de mes conditions en parlant des modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Je note simplement, mais comme vous tous, je pense que ce 5e acompte, il a des vertus parce qu'il permet de demander aux sociétés d'essayer d'anticiper ce que sera leur bénéfice fiscal et de faire coller les recettes de l'année au maximum avec les recettes dues au titre de l'exercice de l'année. Bon. Mais en arrivant comme ça en décembre, il introduit, je crois, pour l'ensemble de l'écosystème de Bercy, une incertitude et une instabilité jusqu'à la fin de l'année. Ça, après, vous dire si les avantages sont supérieurs ou pas aux inconvénients, je crois que ça dépasse ma condition. Merci beaucoup. 2 dernières questions. Le Sénat propose notamment la publication d'intervalles de confiance dans le processus de prévision. Vous avez évoqué vous-même le fait que vous ayez un processus infra-annuel qui est susceptible de révision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et s'agissant des collectivités, quel est le rapport entre l'évolution des dépenses d'investissement et de fonctionnement ? Et 2, quel est selon vous, je dirais, le caractère inédit de cette augmentation des dépenses ? Est-ce que vous considérez que c'est
inédit depuis une dizaine d'années ou depuis plusieurs dizaines d'années? Alors, première question, les intervalles de confiance, c'est de toute façon une bonne pratique, les intervalles de confiance. Je dis ça et en même temps, je dois reconnaître que dans le passé, nous le faisions pour la note de conjoncture. On avait ce qu'on appelle en bon français un fan chart. Et qu'on a, Nicolas, hein, on a abandonné cette pratique au moment du Covid, en fait. Parce que, voilà, on était plus du tout dans les intervalles de confiance qui pouvaient être hérités, en fait, des estimations du passé. Hein, c'est comme ça que c'est fait. Donc ma question vaut aussi pour les finances publiques. C'est plutôt une bonne pratique, mais on peut toujours tomber sur un cas d'événement inédit qui fait que, malgré tout, on tombe à côté de l'intervalle de confiance. Et je pense que jamais, si on le faisait, on trouverait un intervalle de confiance hérité de la moyenne empirique des erreurs précédentes de 1,5 point de PIB ou 1,7 point de PIB de 50 milliards. Donc ça, jamais, parce que là, on est sur quelque chose vraiment d'exceptionnel, je dirais. Ça, c'est la réponse à la première question. Sur la deuxième, bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Hein, ce qu'on fait usuellement pour essayer de prévoir les dépenses des collectivités locales, c'est séparer investissement et fonctionnement. On sait qu'on a la règle d'or et on sait qu'on a sur les dépenses d'investissement un effet, je crois, assez régulier du cycle électoral, avec des dépenses d'investissement qui sont au maximum un an ou 2 ans avant la fin du mandat municipal. Bon. À ma connaissance, mais je n'ai pas vérifié, mais je n'ai pas souvenir, un peu de bouteille, hein, si on est au-dessus de 10 milliards de dépenses sur les collectivités locales, de surprise, je n'ai pas de mémoire de surprise aussi forte. Évidemment, il faut dire aussi qu'il y avait un côté volontariste dans l'évolution des dépenses des collectivités locales prévues, avec l'idée qu'il pouvait y avoir des mécanismes de régulation, la suite des contrats de Cahors ou que sais-je, et que de fait, il n'y a pas eu. Bon. Donc il y avait une prévision qui était sans doute un peu volontariste, mais il y a un écart de prévision et peut-être même une dynamique des dépenses de fonctionnement en euros constants qui sont peut-être, on verra à la fin quand on aura les comptes 2023, qui sont peut-être assez inédits. C'est bon, Mathieu ? Merci. On va passer aux orateurs.